multitud, porque esto lo estamos creando entre todos, todavía está creciendo, está incompleto. También la GDG-NU de software libre y el pinchito de arriba es la G-Muda turca y el puntito de abajo es porque es la primera moneda libre. La siguiente imagen que os propongo es de la compra, que vemos lo que nos llama la atención en esta imagen son las tres ruedas. Las tres ruedas, ¿para qué sirven las tres ruedas? Nos ayudan a subir las escaleras, ¿no? Subir las escaleras con el carrito. Y cuando yo leí la teoría, al principio de la teoría relativa a la moneda, aparece esta imagen, que es el problema de los tres productores. No sé si lo habéis leído, si lo conocéis. El productor X genera un valor Vx, el productor Y genera un valor Vi y el productor Z genera un valor Vz. De manera que Z quiere lo que produce X, quiere el valor Vx, Y quiere lo que produce Z, el valor Vz, y X quiere, o sea que ahí quieren lo que los otros producen, pero en triángulo. No se puede producir un trueque directo y necesitamos crear una moneda que ninguno de ellos la cree. Es así como empieza la teoría relativa con el valor de... Otra imagen que aparentemente no nos dice nada, o parece que no tiene nada que ver con la moneda libre. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos una superficie de un líquido en la que se chapotea, unas burbujas que salen, y esto claramente nos recuerda el campo de valor que se estudia en la teoría relativa de la moneda, cómo fluctúa en la creación monetaria, la creación de valor con poca moneda. En este caso tenemos un campo de valor que no tiene un centro fijo, como bien explica Stefan Labor en el libro, y vemos cómo fluctúa la creación de moneda en distintas zonas de la región, distintos... La siguiente imagen es una imagen conocida por todos, el yin y el yang. El yin y el yang, que son los dos extremos, ¿no? En el yin hay un poco de yang, en el yang hay un poco de yin, se entremezclan entre los dos. Y esta imagen a mí me recuerda mucho a la siguiente que vemos, que es la montaña para arriba. Quiere decir, en el campo de valor que hemos visto antes, que hay más cantidad de moneda que lo que se produce. Sin embargo, el valle hacia abajo, el yang o el yin, lo que quiere decir es que hay menos moneda que el valor que estamos produciendo. La siguiente imagen, no sé si se ve bien desde allí, es un vaso, a ver. Un vaso. Un vaso, ¿a qué nos recuerda un vaso? ¿Qué tiene que ver un vaso con la moneda libre, no? Un vaso que además, si nos fijamos, la base es un poquito más estrecha que la boca o por donde bebemos, ¿no? Vemos en la teoría relativa a la moneda, cuando yo vi esta imagen me recordó exactamente un vaso. Es un vaso, es cuando aquí está explicando el teorema, el principio de el problema de los tres productores a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la variable tiempo. Aquí están los productores V, cuando nacen es en el puntito verde y cuando mueren el puntito rojo. A medida que va pasando el tiempo, estos productores van desapareciendo. Obviamente la vida humana tiene un límite y aparecen otros productores distintos. Es el estudio a lo largo del tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta esa variable también. La siguiente imagen es un tucán que habremos visto pues, en muchas imágenes, ¿no? Y ¿qué es lo que nos llama la atención en el tucán, en este pájaro tan especial? ¿Algo que nos llame la atención? Es la forma del pico. La forma del pico es la forma que tiene la suma de las unidades relativas que crea cada individuo a lo largo de su vida, que va convergiendo hacia 10 dividendos universales a lo largo del tiempo. Entonces, esto cuando lo vi, pues me recordó muchísimo al pico del tucán, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues... Excelente.
Y siguiente imagen, lo que vemos aquí es una escalera, ¿no? Una escalera que, como vemos, de izquierda a derecha, la escalera va subiendo. ¿Qué nos recuerda en la moneda libre algo que vaya subiendo en forma de escalera? Pues si pasamos a la siguiente, es cómo va evolucionando el dividendo universal a lo largo del tiempo. El dividendo universal tiene un valor fijo. Al principio empezó en 10 junas, cuando se creó la moneda, y cada 6 meses, que es el equinoccio, pega un pequeño salto, da un pequeño valor, ¿no? Aquí tenemos el valor del dividendo universal en tiempo t, el que sea, y en el siguiente espacio-tiempo vale un poquito más. El dividendo universal siempre va a ir creciendo y eso hace que la masa monetaria siempre aumente para compensar las distintas generaciones pasadas, presentes y futuras y que todas estén en igualdad de condiciones. ¿Bien? La siguiente imagen, saltamos a un instrumento musical, una trompeta, que aparentemente tampoco tiene nada que ver con la moneda libre, pero sin embargo, cuando veáis la siguiente imagen, os daréis cuenta de que tiene forma de trompeta, porque la trompeta, ¿qué forma tiene la trompeta? Si nos fijamos en la boquilla, hace como así, ¿no? 2 curvas. Entonces vemos, efectivamente, es la convergencia a la media de los que están por encima de la media, los que están por debajo de la media, convergen a la media, al saldo medio, ¿no? Y la última imagen es un tobogán para jugar. Los niños subimos por aquí por la escalera y luego descendemos de esta manera. Y ahora ya sí, como habéis estado atentos y habéis ido siguiendo el hilo de la presentación, seguramente os habréis dado cuenta de que esta imagen es justamente la forma que tiene, cómo evoluciona la creación monetaria durante la vida de un individuo. Cuando nace, empieza a crear dinero hasta que, llegada a la mitad de la vida, más o menos, ha creado, ya puede disfrutar de casi toda la creación que ha obtenido, hasta que llega a los 80 años, que si consideramos que en la edad media de vida ya fallece, en ese momento ese dinero que quedaría acumulado en su cuenta va perdiendo valor debido a que la masa monetaria cada vez va creciendo. Entonces se devalúa y va cayendo de esta forma. Entonces la forma del tobogán que hemos visto crece y decrece. Y muchas gracias. Bravo, bien vu, quelle perspicacité, il n'y a même pas besoin de traduction si. Ça s'entend super, ça parle beaucoup, c'est très belles images qui tac. Merci d'avoir intégré ça dans mon cerveau, en tout cas, c'est très parlant pour moi. Ouais, merci beaucoup. Ben voilà, moi je donne mon retour. Quelqu'un veut s'exprimer pour... Ou toi, Santi? Une question. Est-ce que Santi Shakusha, il est libre? Ah. Si tu presentación es libre. Ah, ¿para colgarlo en algún lado? Sí, claro, sí. Muy bien, gracias. Une autre question pour Santis? C'est sympa comme présentation, c'est ludique, c'est dynamique. Tu as eu plaisir à faire ça? ¿Cómo se s'est passé dans ta tête? Sí, no, para mí ha sido un verdadero placer. He estado encantado, me he sentido muy arropado. Ha sido muy fácil para mí y creo que es un formato que es muy bueno para los presentadores, porque tienen que resumir muy bien, sí, tienen que concretizar muy bien, tener las ideas muy claras, y también es muy bueno para el público, que lo disfruta mucho porque no se hace largo, se hace agradable, y si lo construyes bien, pues puede gustar mucho y además puede ser también muy educativo, ¿no? Sí. Así que fenomenal, muchas gracias. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Ok, ben voilà, vous pouvez peut-être vous en inspirer et elle est libre de droit, elle va être réutilisée, peut-être que vous pouvez le citer si jamais vous utilisez ça. Présentation. Mathieu l'a déjà copié, déjà enregistré. Tu la partages sur un réseau particulier? Tu as un blog? Si lo vas a compartir en alguna red, tú.
En principio no pensaba, pero vamos, que si la has copiado, ¿la Sí, copiado? il a copié. Lui doit pas la partager, mais si vous Tu autorise, ok, à la partager. No la tengo en el móvil. Fred? No, pero nos dejan tus datos y te la pedimos. Sí, también. No, puede que la tenga en el móvil, a ver si la puedo meter en el grupo. ¿Estáis todos en el grupo? En el grupo de la universidad. Encuentro español. No, universidad. ¿Cómo se llama? Il y a pas, nous, on n'a pas de groupe. Pero el grupo español dice. No, el grupo del encuentro. No hay El grupo. grupo en español. Ah, ¿hay otro grupo en francés? No, No, no por hay. eso. Pero hay otro grupo. Bueno, sí, vale. Sí. Bueno, me buscáis por Santi Ajedrez y me escribís si queréis y lo... Y tú no lo mandas. Sí, me escribís y me lo mandas. Nos dice una jugadilla de ajedrez buena. También. Para que habléis a Estefan. Santis, juste une dernière remarque, c'est que vraiment tu as utilisé des schémas quand, qui peuvent faire hérisser les gens ou même les faire partir tellement ils détestent les maths, ils ont été traumatisés. Des courbes, la courbe à la moyenne, la convergence moyenne. Et là c'était juste, waouh, ça passait crème quoi. Ouais, je sais pas, tu as fait un peu d'hypnose là, je crois, sur la tête des gens. Que, como último apunte, que le gusta mucho cómo has conseguido utilizar materia que es como muy seca, muy teórica o de matemáticas que a mucha gente la echa para atrás, y tú has conseguido pues darle un toque muy lúdico, muy divertido, muy educativo, y le gusta mucho. Pues me alegro. Y a mí también. Gracias. Le suivant, normalement, il y avait Fred qui était inscrit. Fred, t'es là? No, pero Fred Fred no había podido preparar las diapositivas. Ah, il arrive. Fred qui porte un... Alors, c'est pas un t-shirt Bitcoin, hein, on l'a charrié tout à l'heure dessus. Tu t'es trompé de lettre, mon gars. J'ai pas mes 20 slides. T'as pas tes 20 slides. Ouais, mais c'est pas dedans. Non, mais tu peux faire comme ça, hein, un capella. Tu le fais, Ok, 20 secondes. Ouais, parce que en fait, Fred, c'est un informaticien, il est aussi autodidacte, il a beaucoup de génie, il a beaucoup d'idées, mais des fois c'est flying, tchac, tac. Mais là, il va essayer de rentrer dans un format. Selon Guillemant, je pense que je suis connecté à mon être futur. Allez, c'est parti. C'est parti, Clip clap. on t'encourage. Bonsoir. Alors comme je disais, donc je ne suis pas génial, je suis simplement connecté à mon être du futur, celui qui est vivant et qui vit dans un monde libre. Et il m'informe régulièrement pour me dire, bah, il faut faire ça, parce qu'il faut te sortir de l'euro quand même, enfin, du système monétaire à cavalerie perpétuelle, d'incapacité de rembourser la dette. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que si on est là, c'est qu'on est au courant. Et donc voilà, et je sais plus, il y a Philippe Guillemant qui a une théorie comme ça, et ça m'a aidé en fait à comprendre pourquoi j'avais autant d'idées qui venaient d'un endroit que je ne comprenais pas d'où elles venaient, et c'est une hypothèse, ça vient de moi futur. Bon. Tu peux... Passe-moi le micro que je fais un petit résumé, je ne vais pas tout traduire, mais rapidement. Que dice que no está loco, pero que se siente como conectado a sí mismo del futuro. Entonces le vienen ideas, es informático. Y le vienen ideas, inspiración, que no sabe muy bien cómo le ha podido llegar, pero siente que es de su futuro. ¿Cómo tu t'appelles? Fred. Fred. El futuro Fred. Alors, je voulais faire une présentation de 20 secondes, 20 slides. Alors j'ai pas eu le temps de faire les images, parce que les images sont dans ma tête, et j'ai pas eu le temps de les mettre dans un ordinateur. L'envie que j'avais En fait, je voulais présenter une des plus grandes mutations que le monde va subir, là, dans les mois et les années à venir, qui est le passage du Web 2 au Web 3. C'est-à-dire que c'est une structure... Jusqu'à maintenant, en fait, on a construit
nos systèmes de données comme... Ah. A ver, ¿aló? 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 Non, ouais. Plus fort. Ouais, je ne sais pas. Plus fort, Mathieu. Le deuxième. Après. Bueno, que dice que No, l'autre. un cambio que vamos a vivir en los Sí, no. próximos meses y años son el cambio de la web 2.0 a 3.0. Si. Y va a describir. Ouais, merci. Merci. Nous sommes habitués pour ranger nos affaires de créer des armoires ou des étagères et de mettre des dossiers dedans. C'est ce que la vie de tous les jours nous invite à reproduire. Donc on a des dossiers dans notre ordinateur et dans ces dossiers on a des fichiers. Et ces fichiers sont la représentation d'une armoire en fait. Entonces, ahora estamos con una metáfora, un paradigma donde, como en la vida real, tenemos armarios con estanterías y cajones donde ponemos las cosas, ¿no? Así clasificamos las cosas. Entonces, pues en el ordenador han usado el mismo sistema, carpetas, archivos, y el archivo en sí es una descripción de una imagen, un documento, lo que sea, ¿no? Et selon ce principe, les industriels de l'informatique ont fabriqué le cloud. Donc le cloud, ce sont ces armoires, mais plus sur notre ordinateur, c'est dans leur ordinateur. Donc en fait, ils nous offrent des armoires gratuites dans lesquelles on va stocker nos données gratuitement. Entonces, de esto hemos pasado a que las carpetas ya no están en nuestros ordenadores, sino en el cloud, en la nube, ¿no? En un armario gigante, gratis, que nos dejan para guardar nuestras cosas. Voilà. Es muy bonito, pero se puede comprar, tomar. Oui, c'est très bon. Ça fait du bien de ne plus avoir des armoires dans son salon ou dans son ordinateur. Mais celui qui a les armoires peut regarder dedans. Está muy bien ya no tener ningún armario en casa y tener más espacio en casa, pero el propietario del armario puede mirar dentro. Et pour protéger en fait ces données, vous n'avez pas la clé. Para proteger nuestros datos, c'est nécessaire. On a besoin d'une clé. Se necesita una llave. Voilà. Ça c'est la clé de l'armoire. C'est votre identifiant mot de passe. Es la llave del armario, ¿no? Es como la contraseña. Et là je vais dans Google. Hop. Me voy a Google y abro mi armario. J'ouvre avec mon mot de passe et j'accède à mon armoire. Mais le problème de ces clés, c'est qu'elles sont faciles à copier. On appelle ça le brute force. Que el problema de la llave es que es fácil de hackear. Donc, voilà, le Web 2, on a plein de clés, un login, mot de passe, pour aller chez Amazon, pour aller dans tous les armoires, tous les privateurs de données. En la web 2.0 actual tenemos un montón de llaves, un llavero a lo mejor, para entrar en Amazon, para entrar en Google, para entrar en cada una de esas páginas que tenemos, ¿no? Et là, c'est là qu'arrive la crypto. Alors, le terme technique, c'est de la cryptographie à courbe elliptique. Parce qu'en fait, pour créer cette clé, on va prendre un anneau et on va le positionner comme ça. Mais exactement comme ça. Exactement. Vraiment, exactement, au micron près. Et là, ça fabrique la clé. Entonces, para que sea eso es la llave en el sistema cripto, ¿no? Entonces la llave es ese círculo, pero que se
que se llamaba no sé qué del elipse, ¿no? Sí, cryptographie à courbe elliptique. Criptografía de curva elíptica. Entonces se gira la anilla para hacer hacer una elipse y cuando esté justo en una determinada posición muy exacta, muy precisa, voilà. Ahí se genera una llave. Donc la clé, c'est la nouvelle clé, c'est un observateur, un anneau, une position et en fait une ellipse qu'on voit comme ça. Et si je suis capable de repositionner l'ellipse au même endroit, c'est la clé. Voilà. Et ça, la clé j'échange, la clé d'unitaire, la clé scuttlebutt, la clé SSH, toutes les clés qu'on appelle ED25519 sont faites comme ça. Vale, entonces la llave, o sea, la llave es el conjunto de la posición de la anilla, el observador, y con eso se puede, si se pudiera replicar la posición, pues se podía saber la llave. La misma ellipse. Tiene que ser exactamente igual, claro. Donc j'ai le pouvoir de fabriquer la même ellipse en mettant identifiants de mot de passe qui ne sont pas identifiants de mot de passe, qui sont un générateur d'ellipses. En fait. Entonces, si tengo un programa que va probando llaves, girando esa elipse poco a poco, hasta que entre, eso es una técnica para hackear cuentas, ¿no? Et ensuite, grâce à cette ellipse, je vais fabriquer des clés dérivées. Donc mon ellipse, donc mon anneau de clé, va fabriquer une clé d'unitaire, une clé CDOM, enfin j'échange, une clé SSH, autant de clés en fait qu'on veut peuvent être rattachées à cette ellipse. Tout ce qu'il faut, c'est que cette ellipse soit toujours au même endroit. Vale. Cuando tenemos esa llave primera, podemos generar llaves secundarias para el Cesium, para cada aplicación, ¿no? Pero que dependen de esa llave que hemos definido antes. Et de cette façon, en fait, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, on peut pas faire la copie de la clé, parce qu'il faut faire la copie de l'anneau et de la clé. Entonces, para hacer una copia del conjunto, sería hacer la copia de la llave y de la anilla, que es ya mucho más complicado. Et voilà, en fait, le Web 3, le web cryptographique, qui attribue une clé à un objet, qui peut être un humain, une table. En fait, ça fabrique autant de clés qu'il y a d'atomes dans l'univers. Entonces, en la web 3.0, la web criptográfica, pues cada cosa tiene una llave así única, que pueden ser objetos, que pueden ser personas. Sí. Donc, quand on manipule aujourd'hui une clé, on n'a plus, en fait, quand on change nos données au travers d'une clé comme ça, on n'a plus besoin de savoir où se trouve l'armoire. Parce qu'on va aussi stocker les données, comme on appelle, on va stocker les données par leur contenu. C'est-à-dire que si je prends une donnée, ce verre, rempli exactement là de bière, eh bien en fait, je vais le passer dans une machine qu'on appelle un hacheur. Il va fabriquer un hash de ça, et il va être unique. Si j'ai un petit peu moins de bière, ce n'est plus le même objet. Et donc, j'ai une fonction qui me permet d'identifier de façon unique et fiable un objet comme jamais on a pu le faire jusqu'à maintenant, parce que c'est mathématique, une modification de l'objet, que ce soit un fichier, une photo, enfin, tout ce qui est numérisé va devenir unique et infalsifiable. Entonces, de esa forma podemos generar llaves para describir contenidos también y de forma muy precisa, y también guardar los contenidos directamente sin pasar por el sistema de armarios y archivos. Y entonces, por ejemplo, ese vaso que tenía de cerveza, hasta exactamente ese nivel, pues tiene una representación X. Si ahora tomo un trago, ya no tiene el mismo nivel de birra, entonces tiene otra llave, ¿no? Es otro objeto. En fait, ce sont des états. On photographie les états de choses ou d'objets ou d'humains. Et ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver, vous avez sûrement entendu parler de l'euro numérique ou de l'identité numérique européenne. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que l'Europe va avoir un anneau, l'anneau Europe, et nous allons être les clés accrochées à l'anneau Europe. Entonces, habéis, lo que
probablemente va a pasar, que habréis escuchado hablar de la... ¿Cómo lo truco europeo? La identidad digital europea, y como sería que Europa nos da esa anilla y cada uno de nosotros vamos a ser las llaves que dependen de esa llave principal, ¿no? Mais l'anneau va être aidé par, on ne sait pas qui. La llave principal la va a poseer, pues no sabemos quién, va a ser de alguien que no... Alors, et c'est pour ça que la June est géniale, non seulement parce qu'elle nous permet de devenir créateur monétaire, ce qu'on n'a jamais pu être, mais en plus, elle nous donne l'anneau. Entonces la Juna, aparte de ser un sistema genial a nivel de creación monetaria y único y la primera vez que existe, ¿no? Pero también nos da ese llavero, el mismo llavero lo tenemos nosotros. Et l'avantage, c'est que l'Europe, par exemple, quand elle va nous donner, elle va nous accrocher comme clé à leur anneau, elle va nous demander de suivre leurs règles. D'être vacciné, de faire ci, de faire ça, de bien passer dans les clous, un peu comme voilà, de devenir une forme de Chine bien organisée. Entonces la versión europea de eso va a ser bajo condiciones de ciertas cosas, de hacer ciertas cosas o de cierta forma y de llegar a un sistema como una China quizás más bien organizada, pero... Donc oui, ce n'est pas libre. No sería libre. Et eux, ce qu'ils voudront pour nous associer à la clé, c'est certainement une puce ou un empreinte digitale ou un scan d'iris, ce qu'on appelle de la biométrie, ce qui est très dangereux, parce que en fait, si moi je veux te voler, je te coupe le doigt, ou je t'arrache l'œil. Entonces lo que van a usar seguramente es la biometría, que son huellas digitales o fotos del iris, que es una forma peligrosa de hacer las cosas. Si quiero robarte, puedo ir y cortarte el dedo o arrancarte el ojo. Donc la deuxième chose géniale que fait la June, c'est cette toile de confiance qui sent que je connaisse ton œil, sans que j'ai une copie de ton doigt, je te certifie comme étant unique, vivant, et tu as un anneau en fait. Voilà. On s'autorise à créer nos anneaux quand 5 possesseurs d'anneaux reconnaissent un nouveau porteur d'anneau. Elles lui disent ok, porte l'anneau. Otra cosa genial de la Juna es la red de confianza que nos permite, pues, como seres humanos, sin tener que tener copias de nuestros dedos y ojos, pues solamente decir yo te reconozco como ser humano vivo y si somos 5, pues nos empoderamos mutuamente en generar esos llaveros, cada uno. En plus, on peut donc choisir d'être anonyme ou non. On peut mettre la photo qu'on veut. Enfin, on est vraiment libre parce que la seule chose qui nous importe, c'est qu'il y ait un joueur, une clé. Y podemos elegir ser anónimos, no poner foto, o sí, o poner el nombre que queramos, y todo es libre. Parce que pour revenir, alors je vais revenir au jeu, parce que tout jeu de société a besoin qu'un joueur ait un jeton et qu'il ne puisse pas en avoir 4. Parce que sinon, il peut faire tourner son jeton 4 fois. Et moi-même, qui ai travaillé dans le milieu de la défiscalisation et des optimisations fiscales internationales, ça correspond en fait, on peut aujourd'hui, en euros en tout cas, fabriquer plusieurs identités. Entonces, volviendo a un ejemplo de juegos de mesa, en un juego de mesa cada jugador tiene Ça s'appelle l'identité juridique. Un jeton, una ficha, sí. Y no se puede, es una base de la regla del juego, ¿no? Que cada uno una ficha, no se puede tener varias fichas. Pero con el euro, ¿qué pasa aquí luego? Beh, se puede haber une clé par identité.
entité juridique. Il suffit que je crée une société, une entreprise. Que se pueden jugar con hacer el un sistema copy, moi. jurídico, crear varias entidades jurídicas y tener así varias fichas, ¿no? Varias llaves y jugar con eso a nivel fiscal. Et tout jeu de société où le joueur peut avoir plusieurs jetons, c'est juste pour ceux qui n'ont pas compris qu'on pouvait avoir plusieurs jetons. En cualquier juego de mesa donde un jugador puede tener varias fichas, no es justo para los demás jugadores que no se han enterado que se puede tener varias fichas. Par exemple, moi j'ai une identité juridique en Dominique, j'en ai une autre en Belgique et j'en ai une autre en France. J'ai déjà 3 identités juridiques. Yo tengo identidades jurídicas en 3 países distintos. Et c'est pour ça que l'euro est un jeu de tricheurs. Y por eso el euro es un juego de Tricheurs. embusteros. ¿Cómo? Trilleros. Trilleros. Pues eso. Alors, bon, on va arrêter de parler de l'euro parce que c'est un jeu qui marche pas bien. Et pourquoi? Parce qu'aucun jeu de société qui permet à un joueur d'avoir plusieurs jetons sur le tableau de jeu, sur le plateau de jeu, est juste. L'avantage justement d'avoir de la cryptographie et d'avoir de la thune et d'être membre unique, créateur monétaire des jetons du jeu, c'est qu'en fait, le jeu devient juste. Sí. Con la Juna el juego se vuelve otra vez justo porque tenemos todos el poder de generar las llaves y llevarlos nosotros mismos y no hay desequilibrios artificiales como será el caso con el euro. Sí. Donc, dans les mois qui viennent, je sais que l'euro a prévu de créer son euro numérique pour 2023. Previsto el euro digital para 2025. Et l'identité numérique qui va venir avec. La identidad digital vendrá también de... Et personnellement, moi qui suis donc amateur et qui comprend comment fonctionne ce truc, jamais je n'accepterai une crypto européenne ou une identité numérique européenne pour être juste une clé sur leur trousseau. En fait. Yo personalmente, entendiendo cómo funciona esto, nunca voy a aceptar ser un parte de ese llavero europeo, ¿no? Donc, par contre, quand on joue à un jeu de société, on doit fabriquer ce qu'on appelle le contrat social. Et le contrat social, c'est ce qui nous relie les uns les autres pour fabriquer un jeu de société agréable et qui sert à tous. En un juego de mesa se trata de llegar a un contrato social que sea justo, que entendamos todos para que podamos jugar. Et c'est le travail des États ou des nations. On ne vit pas pareil au Burkina ou en France ou en Norvège. Enfin, chaque pays a son contrat social. Eso es cosa de cada país, cada cultura, porque las condiciones son distintas en cada lugar, entonces depende a nivel local de cada gouvernement, du coup, tu parles de gouvernement? Ouais. Gobierno local. O Estado. Sí, Estado también. Es porque el gobierno es, ouais, il y a l'État, le gouvernement. Alors, j'en étais où? Bon, donc, bienvenue dans le nouveau monde, celui où on possède la clé. Bienvenidos al nuevo mundo donde todos poseemos la llave. Et par contre, on n'est qu'au début de l'aventure. Solo estamos al principio de la aventura. Parce qu'il va falloir qu'on fasse la preuve que nous, devenant créateurs de notre monnaie, on soit capable de fabriquer un jeu de société qui fonctionne pour nous. Que ahora que somos ya creadores de nuestra moneda, vamos a tener que ver si también conseguimos ese contrato social, construir lo que conlleva a nivel social esto. Et un contrat social, ça inclut manger, boire, se loger, accéder à l'éducation, accéder aux soins, accéder à tout ce que produit un État aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est agréable. Eso incluye todo lo que es comer, alojarse. Sí. Es que es muy interesante lo que estás contando, pero yo pensaba que estábamos en un pechacucha, no sé. Oui. Sí. Allez, bientôt, tu finis. Ah oui, pechacucha. Perdón, ¿eh?
interesante, pero... Si, si. como que- Oui, puis il n'y a même pas de visuel. Moi j'en ai un à faire après. Ouais, Ya sabemos, concluye, Donc, concluye. je conclus. Eh bien, voilà, bah, bienvenue dans le Web 3. Bienvenidos al Web 3.0, Où on va tous être largués dans la nature et il faudra qu'on sorte du champ d'esclaves sans se faire dégommer par ceux qui vont nous lancer des lances. Bon, allez, on arrête. Oui, mais non, on s'apprête quand même à réaliser quelque chose de très grand. que viene un gran cambio. C'est historique. Histórico. C'est bien. Des démonstrations sur ordinateur du Web3 en vrai, avec les clés. Je vous montre comment on crée des clés dérivées, comment on fabrique des anneaux, comment on rattache des films, des fichiers, enfin, voilà, plein de... Mañana lo enseña a los que queráis para ver cómo se hace todo eso de generar llaves, de colgar archivos, y etc. Voilà. Demain matin, c'est vraiment d'unitaire, les applications clientes, Superbot, Jinko, ça va être Capis en fait qui va bosser. Sí, mañana por la mañana se tratará de esos temas de informática con Capis, del Superbot, del Jinko, las aplicaciones esas nuevas para de monedero. Et, voilà. Et donc moi je veux faire un petit topo. Hein? Y ahora le toca a Mathieu. Ah oui, il va nous... Enfin, Les outils du paiement, ouais. et bon, j'y vais. Alors je l'ai pas fini, c'est expérimental. Quoi, c'est pas tout. Bon, mais si justement, c'est pour donner envie à d'autres de s'y mettre aussi. Pas content. Donc allons-y. Voilà, alors en fait c'est 6 minutes. Oui, voilà, c'est parti. Voilà, donc ça c'est la toile de confiance de la June. Donc on voit les zones géographiques, hein, de gens qui se sont certifiés et qui forment donc des zones monétaires. Esto era la red de confianza de la Juna, geográfica, aunque no lo parezca, pero esos son zonas donde la gente se ha certificado mutuamente. Les nouveaux entrants eh bien, sont en périphérie et les anciens, ceux qui ont beaucoup de liens, sont vers le centre. En el alrededor son los nuevos entrantes y la gente que lleva más tiempo ya está más por el centro. Alors, cette toile n'est pas nord-sud, est-ouest. Ah, que no es norte-sur, este-oeste. Je crois que l'Espagne, il me semble que c'est les rouges, là. Voilà. En España somos los rojos. Ok. On continue. Ah, mais ça, c'était... oui, donc c'est en vrac, excusez-moi. J'avais fait cette affiche pour l'arpentage, hein, pour essayer de signifier l'arpentage. C'est un cheminement, en fait, vers la compréhension. Este es el cartel que conocéis del evento y la palabra arpentage, que es como hacer, no sé si... Bueno, es como hacer un camino, ¿no? Hacer un camino de forma consciente, explorando, examinando lo que uno encuentra en Je camino. trouvais que ça ressemblait un petit peu au paysage de Castres. Hein, et j'ai voulu rajouter les fruits du travail, de la compréhension et des oranges d'Espagne. Hein. Que eso es un poco un paisaje de Castro con el árbol con la fruta que son naranjas de España. Alors ce slide, donc, je le changerai. Il est fait pour... j'ai étudié là depuis 6 mois, j'ai recherché eh bien, fiscalement comment se situe la monnaie libre. Llevo 6 meses estudiando a nivel fiscal dónde se ubica la moneda libre. Alors, attends, je regarde, mais... Ouais, j'ai pas fini. Alors, la loi française a stipulé, le 22 mai 2019, que la monnaie libre, hein, est un actif numérique, est une valeur qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange. La ley francesa dice del 2019, mayo, que la moneda libre, que es un activo digital, es un valor que es aceptada por personas físicas o morales, que son empresas, como medio de intercambio.
Et ça, c'est un copier-coller. Hein, Eso está tal cual en la ley. Et donc, le mot-clé, c'est moyen d'échange. La palabra clave es esta, medio de intercambio. Et donc, on va développer ça, l'échange de monnaie, euro ou dollar, avec un autre moyen d'échange, est une opération financière exonérée de taxes, parce qu'un moyen d'échange n'est ni un bien ni un service. Entonces, el intercambio de moneda, euro o dólar, con otro medio de intercambio es una operación financiera exenta de impuestos porque un medio de intercambio ni es un bien ni un servicio. Voilà. Le fait que la monnaie libre soit un moyen d'échange et uniquement un moyen d'échange fait qu'elle ne peut pas être taxée. Entonces, la moneda libre, al ser un medio de intercambio y estrictamente esto, donc l'échange d'une euro ou d'une dollar, ou même bitcoin euro ou bitcoin dollar, ne peut pas être taxé. Pourtant, il y a de l'euro. Hein. El intercambio Juna euro o Juna dólar o Juna incluso bitcoin no se puede, ¿cómo se dice taxé? Exonérer. Grabar eso. Aunque estén euros o dólares involucrados en la transacción, pero no. Donc en conclusion, la june est un moyen d'échange, c'est ça qu'il faut reconnaître, fongible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas discerner une june d'une autre. La juna es un medio de intercambio fungible que no se puede distinguir una juna de otra, son todas iguales. Comme les euros d'ailleurs, hein, qui sont différenciés les unes des autres. On ne peut pas différencier un euro d'un autre euro. Et donc, la jurisprudence de la Cour européenne de justice a stipulé en 2015 hein, qu'il n'y a pas de taxe applicable sur l'échange des moyens d'échange fongibles entre eux. La jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia en el 2015 dijo que no hay impuestos en el intercambio de medios de intercambio fungibles entre sí. C'est seulement le bénéfice en euros, ce qu'on appelle la plus-value, la plus-value, c'est-à-dire la plus-value éventuelle dans le cas d'opérations d'achat puis revente de crypto-monnaies en euros, qui doit être déclarée afin d'être prélevé de 30% du bénéfice. Solo en el caso de beneficios en euros, es decir, con la plusvalía, si se da el caso, después de comprar y vender criptomonedas con euros, por ejemplo, en ese caso sí hay que declarar y pagar un 30% de beneficios. Eh bien, un exemple, si vous achetez avec vos euros, si vous achetez des junes, et puis que vous revendez ces junes contre des euros, eh bien, s'il y a un bénéfice, et vous devriez payer 30% de ce bénéfice. Entonces, si nosotros compraríamos junas con euros, teniendo euros compro junas, luego las vuelvo a vender en euros y saco más euros de los que puse al principio, entonces sí tendría que pagar 30% de la diferencia. Voilà. Et s'il n'y a pas d'euros, il n'y a pas d'impôt. C'est-à-dire que là, ce que l'on fait, si on échange des junes contre une table ou des bières, s'il n'y a pas d'euros, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de taxe. Aquí, como no usamos el euro, no hay impuestos. Voilà. Et s'il y a de l'euro, il y a de la taxe. Sauf si on échange de moyens quand on échange avec un moyen d'échange. L'euro june, bien qu'il y ait de l'euro, il ne peut pas y avoir de taxe. Sí, y aunque usemos el euro, si no hay si no hay beneficios, no hay impuestos. Donc on est tranquille. Voilà, ben là c'était d'unitaire, donc c'est le générateur de monnaie libre. Cesium, c'est l'application qui permet de transférer mais aussi de certifier. Superbot et Jinko, dont on va parler demain, sont des applications qui permettent seulement de transférer, mais pas de certifier. Aquí tenemos a Uniter, que es la blockchain, el Cesium, que es la aplicación que permite tanto hacer transferencias como certificaciones, y luego el Superbot de Telegram y Jinko, que se hablarán mañana por la mañana, que son aplicaciones solo para hacer transferencias, pagos, no para certificar. Et j'échange, j'aurais dû rajouter Girala aussi, je le ferai. Exchange y Girala. Ce sont des sites de petites annonces en june. Son páginas web de anuncios en junas. D'offres et de demandes. Oferta y demanda.
Voilà, donc bon, je vais m'arrêter bientôt. Et ça, c'est la blockchain. Aujourd'hui, il y a un bloc toutes les 10 minutes, à peu près. Eso sería la blockchain y ahora tenemos un bloque cada 10 minutos, más o menos. Quand on envoie une transaction, quand on certifie, eh bien, ça prend 10 minutes en moyenne hein, pour être inscrit dans... Entonces, cuando hacemos un pago, tarda unos 10 minutos más o menos para llegar a la blockchain y estar grabado. Les applications, hein, Cesium, Ginkgo et Superbot, sont reliées à la blockchain d'Unitaire, hein, sont cryptographiées. Las aplicaciones que usamos, el Cesium, el Ginkgo, el Superbot, se conectan con esa blockchain a través de nuestra llave. Là, j'ai mis un petit, on voit pas trop, c'est un sablier avec un personnage qui a un boulet au pied. C'est pour montrer que quand il y a un bloc qui est trouvé par un nœud, eh bien, le nœud se voit attribuer comment on appelle ça, un frein qui fait que il doit attendre pour retrouver pour reforger un bloc. Donc ça évite la course à la preuve de travail. Los nodos que están generando la blockchain, calculándola, cuando uno saca un bloque se queda grabado, pero ese nodo luego se queda como penalizado, tiene que esperar un poco más para dejar que otros ordenadores, otros nodos hagan el siguiente bloque, para que no haya como carrera, competencia para ser el que más bloques graba. Ce logiciel d'Unitaire, il est codé dans un langage qui a un peu de limites aujourd'hui et qui est en train d'être recodé en langage Rust. Hein. Une nouvelle version de l'Unitaire sera écrite en Rust et elle permettra d'un bloc toutes les 10 secondes. Entonces el Unitaire de ahora está escrito en un lenguaje que tiene sus limitaciones y ahora está en proceso de volver a escribirse enteramente en otro lenguaje, voilà. de programación que permitirá transferencias mucho más rápidas de 10 segundos en vez de 10 minutos. Bon, je crois que c'est bon. Ah si, celle-là, j'aimais bien. On va finir sur celle-là. Et donc, pour moi, la monnaie libre, elle fait une dédicace, un clin d'œil à trois grands individus qui ont compté dans l'histoire. Galilée, d'abord, à travers le changement de référentiel, l'abandon du référentiel géocentrique pour l'héliocentrique, qui était plus élégant, selon lui. Entonces aquí tenemos a tres individuos que han dejado cambios importantes en la civilización humana. El Galileo, que cambió el référentiel geocéntrico por el heliocéntrico, el solar, más elegante. Parce que utiliser la monnaie libre, c'est changer de référentiel monétaire, du même acabit que le changement de référentiel du système solaire. Que cambiar del sistema actual antiguo al sistema de moneda libre es igual de gordo, de cambio de paradigma, como ese cambio de geocéntrico a heliocéntrico. Puis Einstein, au travers, c'est des analogies évidemment, c'est l'équation de création de la monnaie libre qui nous fait découvrir l'invariant relativiste que Einstein et Poincaré avaient découvert. C'est quoi l'invariant relativiste? C'est ceux qui ne changent pas selon le changement de référentiel. La C, c'est la célérité de la lumière, dans E égale mc2. Et bien pour nous, là, le petit c, c'est la célérité de la vie humaine. Ce c, là, c'est le taux de croissance du DU, qui est de 10% par an. Entonces, por analogía a la velocidad de la luz, y aquí tenemos la velocidad de la vida humana en el modelo de la moneda libre y también en la velocidad de crecimiento del 10%. Et enfin Gandhi, qui disait, il faisait comprendre que face à la cause de l'injustice, il est vain de chercher à lutter contre parce que la contrainte la renforce, l'injustice. Quand il suffit de créer l'alternative à cette cause afin d'en abandonner les effets.
luego Gandhi, que hablaba de la injusticia, diciendo no sirve intentar luchar contra la injusticia porque la lucha. Perdón, estoy un poco cansado. La lucha contra la refuerza, ¿no? Sí, sería eso. La lucha en contra la refuerza. Y lo único que es necesario es crear una alternativa a esta causa para dejar sus efectos. L'action non violente à entreprendre soi-même n'est pas de rester pacifiste les bras ballants, c'est agir sans violence en créant l'alternative à la cause de l'injustice. C'est ce que nous faisons. La acción no violenta que podemos emprender nosotros mismos no es quedarnos pacifistas y sin hacer nada, es actuar sin violencia, creando la alternativa a la causa de la injusticia. Allez, voilà, c'est fini. D'accord.